Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. L'actualité sur la scène internationale a mis au devant de la scène non, le groupe Bolloré et Vincent Bolloré lui-même ces derniers jours, ces dernières semaines et tout au long du mois qui vient de s'achever. Bolloré a été accusé, mis en examen et en garde à vue pour faux usage de faux et corruption avec des présidents africains. Au cours de cette actualité, Bolloré a contesté. Bolloré dit plutôt que c'est l'Afrique qui est accusée par sa mise en examen et le fait qu'il soit trimballé dans des juridictions françaises. Comment comprendre cette curieuse réponse de Vincent Bolloré lorsqu'on sait pour certains que Bolloré s'est fait un empire en Afrique, un empire en réalité où il tire d'énormes profits. On va chercher à comprendre cette actualité. On a une fois de plus, on reçoit ce soir une fois de plus l'expert financier, devrais-je dire, l'avocat qui nous a fait les amitiés, c'était mercredi dernier. Vous revenez aujourd'hui. Maître Patrice Mundumbu, bonsoir et bienvenue. Merci de m'accueillir de nouveau sur ce plateau. Je suis toujours très content de pouvoir apporter un point de vue sur une actualité tout à fait intéressante, parce que M. Bolloré, le groupe Bolloré, est un grand groupe africain. Un grand groupe africain? Oui, un grand groupe contesté africain. Par les Africains, par une partie d'Africains? Un grand groupe africain qu'il est toujours bon de savoir un peu comment, avec quelle efficacité il mène ses affaires en Afrique. Nous autres Africains, nous sommes concernés par tout ce qui peut arriver au groupe Bolloré, compte tenu de son ancienneté sur le continent africain, de la puissance de son groupe, 25 000 employés sur le continent, je crois 4 milliards d'euros investis en quelques décennies, 2 ou 3 d'ailleurs, et effectivement installé sur environ 46, je crois, 48. Avec des empires noirs, une manière de traiter le personnel, des portes ouvertes auprès des chefs d'État africains, à gauche et à droite, des concessions prises. Merci d'être venu. J'espère que vous n'allez pas vous faire avocat de Bolloré. Écoutez, lorsque ce sera bon, je le dirai, et lorsqu'il y aura des observations à faire qui méritent d'être faites. En fait, c'est juste une interrogation. Bien sûr. Je vous propose qu'on aille d'abord prendre ce reportage. Vincent Bolloré, c'était inédit, finalement mis en examen dans une affaire qui concerne les concessions du port de Guinée-Conakry et surtout du terminal conteneur au Togo. On prend ce reportage, on va en débattre. À tout de suite. Merci. Bonjour et bienvenue dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Mardi 24 avril, le milliardaire Vincent Bolloré était placé en garde à vue, mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire pour corruption d'agents publics étrangers. Vincent Bolloré a été placé en garde à vue. Vincent Bolloré est en garde à vue à Nanterre. Bolloré, 10e fortune de France, et depuis ce matin en garde à vue. Ce soir, Vincent Bolloré est toujours en garde à vue à Nanterre, dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption. Avec aujourd'hui un soupçon de corruption d'agents étrangers. Exactement, il n'a manifestement pas convaincu les enquêteurs puisqu'il a été déféré. Déféré devant les juges en vue de sa mise en examen. L'industriel est mis en examen par la justice française. La mise en examen de Vincent Bolloré dans le cadre de ses activités en Afrique, on l'a appris tard hier soir. La tour Bolloré, comme on la surnomme, est perquisitionnée. Ce sont des soupçons de corruption qui pèsent sur l'industriel. Son porte-parole a publié ce soir un communiqué, je le cite, Monsieur Vincent Bolloré, qui reste présumé innocent, pourra enfin avoir accès à ce dossier dont il n'a jamais eu connaissance et répondre à ces accusations infondées. Les magistrats le soupçonnent d'avoir favorisé l'élection de dirigeants africains en échange de la concession de terminaux portuaires, faisant ainsi passer ses intérêts personnels devant ceux de nations entières.
On ne présente plus le très médiatique homme d'affaires Vincent Bolloré, à la tête d'un vaste empire comprenant des entreprises de transport, de papier, de plastique, d'huile de palme, mais aussi de communication, de publicité ou de médias. Vincent Bolloré s'était fait connaître au grand public en prenant la tête de Canal+ en 2015. Sa volonté supposée de contrôler l'information avait alors généré de vives polémiques. Depuis, le businessman a régulièrement défrayé la chronique en attaquant systématiquement en justice les journalistes et ONG mettant le nez dans ses affaires et en exigeant en compensation des sommes particulièrement élevées. En 2016, c'est France Télévisions qui avait fait les frais d'un tel procès suite à un reportage sur les conditions de travail dans une plantation d'huile de palme camerounaise dont Bolloré était actionnaire minoritaire. 50 millions d'euros, c'est la somme que réclame Vincent Bolloré à France 2 suite à la rediffusion d'un numéro de complément d'enquête jeudi soir. Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes tes protections là, c'est... Ah, on aura une gars. Non, c'est moi qui ai acheté. Je ne sais pas si vous avez vu complément d'enquête. Le moment le plus important de celui qui fait pleurer les chaumières, on voit un type sur un tracteur, il a un gant troué, et il dit, voyez, ça, monsieur Bolloré, il veut pas me donner le gant. Et on a aussi une troisième plainte au Cameroun pour diffamation, et cette fois-ci, diffamation au Cameroun, c'est 6 mois de prison ferme, c'est-à-dire que Delphine Ernotte, ma PDG, Nicolas Poincaré, présentateur de complément d'enquête à l'époque, et moi-même, nous encourons tous les trois la 6 mois de prison ferme au Cameroun, donc c'est pour avoir simplement dit des choses qui sont vérifiées, recoupées, établies. Car s'il y a une chose que Vincent Bolloré n'aime pas voir évoquée publiquement, ce sont ses affaires africaines qui représentaient pourtant 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Bolloré contrôle et exploite notamment énormément d'infrastructures africaines, à commencer par des voies de chemin de fer et des ports. L'entreprise Bolloré Africa Logistics détient ainsi les concessions des terminaux à conteneurs de 16 ports sur le sol africain, ce qui lui permet de contrôler une part extrêmement importante du transport de marchandises sur le continent et d'en tirer des bénéfices substantiels. Et l'on en vient à l'affaire... Retournons sur ce plateau, vous avez suivi Bolloré, pratiquement beaucoup de choses à dire sur cet homme. Hein. Oui. C'est un industriel français. Oui, mais... Vous avez vu ce jeune homme au Cameroun, dans une palmeraie, oui. Marché, et qui dit Bolloré me refuse de me donner le gant. Oui, je pense qu'on vient de voir aussi M. Bolloré faire observer que c'était une image un peu spectaculaire. Mais elle est réelle, l'image. Spectaculaire quand même, ouais. Qui ne peut pas résumer l'activité et les valeurs de ce groupe installé en Afrique de l'Ouest. Sauf que le reportage est fait par des journalistes français. Oui, mais il n'en reste pas moins que c'est d'abord un groupe africain et il faut regarder ce groupe aussi avec des yeux d'abord africains. Tout le monde lui tombe dessus, les médias en et la présentatrice tout à l'heure fait savoir que s'il y a une chose qui fait tirer les cheveux de Bolloré, c'est quand on veut parler des questions africaines le concernant. Son exploitation en Afrique. Je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que l'impression que j'ai, l'impression de défenseur de droit, d'avocat, oui. C'est que j'ai le sentiment que, sans connaître ces affaires dans leurs détails, mais la flamme médiatique qui s'empare de la situation lorsqu'on évoque le groupe Bolloré me semble un peu une flamme un peu comment dirais-je, émotionnel, vous êtes habitué. Émotionnel, vous êtes habitué, mais quand même émotionnel sur des faits pratiques. Peut-être, mais en tout cas c'est une flamme qui ne laisse pas la possibilité d'analyser avec sérénité la réalité de ce groupe. Alors, on en vient à cette affaire de mise en examen de Vincent Bolloré et de sa garde à vue, oui. Qui a même été prolongée. Quels sont les fondements? Les fondements résident dans ce que les juges français croient pouvoir reprocher au groupe Bolloré le fait d'avoir été
adjudicataire, si on veut, de concessions portuaires à Lomé d'une part, à Conakry d'autre part, sous les prétextes invoqués, en tout cas les critiques à lui agresser qui lui ont valu la mise en examen, sous un soupçon de corruption. Corruption avec les chefs d'État de ces deux pays. Et on explique que cette corruption viendrait de ce que le groupe Bolloré, étant actionnaire majoritaire d'une agence de communication qu'on appelle Havas, laquelle a accompagné, conseillé chacun de ses présidents, Alpha Condé d'une part, et puis d'autre part Fort Yadema, partent du principe que ces accompagnements en communication politique auraient été une contrepartie à ces contrats internationaux de gestion des ports. Voici le postulat qui est posé et qui est contesté par M. Bolloré et son groupe. Nous partons de là. C'est une enquête qui remonte déjà en 2012, puisque les faits se sont produits en 2010, quelque temps avant l'élection de Fort Yadema pour le Togo, et puis après l'élection en 2011, l'élection en 2010, donc en 2011, le port de Conakry était géré par la filiale d'un groupe qu'on appelle Necocrans, et le président Alpha Condé, n'étant plus satisfait après son élection de la gestion de ce port, a décidé par décret de résilier ce contrat et de le confier au groupe Bolloré. Donc une décision. Oui, une décision comme chaque pays, en toute souveraineté, partenaire dans un contrat, peut, lorsqu'il va de l'efficacité de son programme, estimer que telle société ne fait plus l'affaire et la confie à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire à Vincent Bolloré. Oui. Après l'élection. Oui, après l'élection de 2010, en 2011, donc en mars 2011. Donc providentiellement, donc de manière, ça coïncide que c'est après l'élection que la décision est prise. Ça ne pouvait être que prise après l'élection, puisque c'était la première élection démocratique de ce pays, et M. Condé, opposant de longue date, prenait démocratiquement et librement le pouvoir. Donc c'est après l'élection qu'il était en situation de dire un peu, de donner la direction du pays sur le programme sur lequel il avait été élu. Et c'est pas nouveau. Et beaucoup pensent que c'est une compensation de tout le travail fait par Havas auprès de lui, financé naturellement par Vincent Bolloré. C'est ce que les factures sont c'est ce que pensent traçables. C'est ce que pensent les juges d'instruction français, mais M. Bolloré le conteste. Il indique d'ailleurs dans un communiqué qu'il a fait publier que il y aurait peut-être de la condescendance contre les Africains et les chefs de l'État dans une telle vision. Il y a une marge de manœuvre que garde chaque pays pour la gestion de ses propres affaires. Et dans cette marge de manœuvre, on peut suspendre ou rompre un contrat. Un chef d'État peut suspendre ou rompre un contrat lorsqu'il se rend compte que, effectivement, le cahier des charges ou l'efficacité attendue n'est pas au rendez-vous. Et parfois, et ça, on peut le constater. Sauf que, je fais juste un rapide parallèle, sauf que, comparaison n'étant pas raison, on voit un peu, je n'ai pas envie de noircir Vincent Bolloré, on voit quand même que ailleurs, il ne respecte pas le cahier de charge. Vous connaissez la privatisation de la Camrail et vous connaissez la catastrophe des ECA. Avec tout ce que cela a produit, il n'a jamais respecté, en fait, de renouveler le parc, si je peux dire, ferroviaire.
Et lui-même ailleurs, il ne respecte pas ça. Est-ce qu'il y avait des garanties de ce que la respectabilité de ce côté-là? On va voir un reportage tout à l'heure qui présente son empire noir en Afrique, dans un pays. Je dirais que son partenaire camerounais ne s'est pas plaint, à ma connaissance, du non-respect du cahier de charge. Non, vous avez peut-être parcouru le rapport Yann Philémon après la catastrophe des ECA, où il est établi clairement que Vincent Bolloré, ou à travers Camrail, n'a rien respecté par rapport au cahier de charge. Je ne dirais pas. Mais rentrons, je voulais seulement vous faire savoir qu'il peut aussi prendre une concession de ce côté-là et ne rien respecter. Donc il n'y a pas de garantie vraie. Mais allons quand même, repartons à Conakry, en Guinée. Oui, me semble-t-il. Parce que déjà, même dans les faits camerounais, je crois que le groupe Camrail a communiqué là-dessus en faisant un certain nombre d'observations contestant certaines conclusions qui avaient été prises. Sauf que les outils qui devaient être créés n'ont jamais été créés et c'est très visible. La difficulté dans une telle affaire, c'est que effectivement, lorsqu'on est dans un rapport audit éventuellement non contradictoire, on peut difficilement... En tout cas, le rapport a établi que Vincent Bolloré, tout au moins le groupe, la Camrail, était le principal, ou la principale entreprise en principal responsable de cette affaire. Le rapport administratif. Le rapport Yann Philémon a sorti de l'enquête et de toutes les expertises associées. Oui, administratif, pas encore judiciaire. En tout cas, administratif a pu l'établir et Camrail... Je voulais juste faire le rapport que... raison gardée, il n'est pas lui-même très sain dans la respectabilité des contrats. Pour rester en Guinée, Conakry, tout à fait. Je disais que dans la gestion des contrats de partenariat et de contrats d'investissement que passent les États africains, en raison de leur souveraineté, elles sont amenées à garder la main lorsque effectivement le cahier des charges n'est pas respecté ou alors il y a quelques difficultés sérieuses d'exécution. C'est la raison pour laquelle, en tout cas c'est la raison évoquée par le président Condé pour justifier de la rupture, la résiliation du contrat avec la filiale du groupe Necotrans. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. On se souvient que récemment, il y a à peine un mois, le Gabon a également pris ses responsabilités souveraines pour suspendre le contrat avec Veolia, qui était le distributeur d'eau dans le pays, en raison de ce que le président Ali Bongo a estimé, compte tenu des plaintes des concitoyens qui manquaient de l'eau, que le cahier de charges et l'efficacité attendue n'étaient pas au rendez-vous. Donc le Gabon vient de faire ce que le président Alpha Condé avait fait à l'époque. Donc la contestation de Vincent Bolloré dans cette affaire se fonde sur le fait qu'il a reçu la concession comme... Il a reçu la concession comme effectivement venant d'un acte présidentiel. Venant pallier comme ça un manque indiqué par un président de la République. Qu'est-ce qui fonde la justice française à s'interroger dans cette affaire? Ce qui fonde la justice... Ou à se mêler dans cette affaire et arriver jusqu'à ce niveau. Bolloré n'a jamais été mis en examen, n'a jamais été gardé en vue, malgré toutes les contestations africaines. Oui, les faits se déroulent en Afrique. Le lieu du contrat, on suppose c'est Lomé pour l'affaire togolaise. Le lieu du contrat, on suppose Conakry pour l'affaire guinéenne. Et si corruption il y aurait eu, c'est à Conakry ou à Lomé que les uns et les autres auraient pu être
l'objet de corrupteurs et de corrompus. Ah donc l'affaire doit... c'est les tribunaux de ces deux pays-là qui sont compétents? Dans le principe, ça devrait se passer comme ça. Dans le principe. Mais pourquoi ça se passe autrement? C'est le fond de ma question. Ça se passe autrement parce que les règles françaises veulent que une société française, pas seulement une seule, puisque Necrocrans, Havas et le groupe Bolloré sont des sociétés d'origine française, des sociétés françaises. Et donc la France se reconnaît la compétence dès lors que un de ces nationales, une des sociétés qui a son siège à Paris est impliquée, quel que soit le lieu dans le monde. Donc c'est ça qui donne une compétence indirecte. Ah, c'est une compétence indirecte. Les faits reprochés s'étant déroulés en Afrique, généralement en matière pénale, c'est le lieu de la commission du délit ou du crime éventuel, qui est le lieu même de la compétence territoriale. Alors il y aurait double méprise? Non, je dirais pas ça. Puisque Bolloré parle de méprise des chefs d'État africains qui sont incriminés dans cette affaire, il y aurait double méprise donc sur le fait que c'est quand même les tribunaux africains qui auraient dû se saisir de cette affaire qui s'est déroulée sur le sol africain, peut-être en collaboration avec la justice française. C'est juste une interrogation, une observation. Oui, la question que... Donc l'Afrique est doublement méprisée. Parce que Bolloré finalement se présente en victime. C'est quelqu'un qui appuie sur des secours. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Il pourrait être une victime dans cette affaire, puisque, en tout état de cause, la présomption d'innocence bénéficie aussi au groupe Bolloré, à M. Bolloré. La présomption d'innocence. Non seulement elle lui bénéficie, mais elle bénéficie aussi à nos chefs d'État qui sont mis en cause dans cette affaire. Dans le processus judiciaire, oui, présomption d'innocence, mais quand même, voilà un incriminé, un justiciable qui se met à pleurer, qui se met à dire que, bon voilà, on tape sur moi, parce que j'aime l'Afrique et que je suis un groupe africain. C'est sincère, ça? Personne ne peut douter que... le groupe Bolloré est un groupe africain et a investi beaucoup en Afrique. On parlait tout à l'heure de 4 milliards d'euros. Très peu de groupes européens ont pris de tels risques. Nous avons besoin d'Afrique. Ça peut donc procéder d'un chantage. Bolloré a investi en Afrique. Il peut faire tout ce qu'il veut, mettre les chefs d'État dans sa poche, mettre les citoyens, certaines personnes dans ses valises, prendre des ressources africaines comme il veut. Non. Je vais à l'inverse de ce que vous dites. Oui. Parce qu'il a ampleur finalement. Bolloré est blanc. Bon, on veut l'enterrer vivant. Et il est ceci. Présomption d'innocence gardée. Oui, enfin, je ne crois pas qu'il soit ampleur, mais c'est un combattant qui se défend. Mais qui rappelle qu'il est. Il rappelle qu'il est un groupe africain et que très peu de groupes français ont pris les risques de s'intéresser à l'Afrique. Et nous autres Africains, on est toujours interpellés. On doit toujours être interpellés par quelqu'un qui s'intéresse à l'Afrique. Il n'y a pas d'Africain qui pourrait s'investir dans tout. Oui, bien sûr. Parce que le groupe Bolloré arrive à faire même le cinéma. Construire des salles de cinéma. Il n'y a pas de nationaux, il n'y a personne. Même s'il y avait des nationaux qui peuvent investir. Est-ce qu'il n'a pas trop d'avantages finalement, maître Mondoubou? Non. Est-ce qu'il n'entre pas partout comme il veut et du coup ça va dans ce qui est en train d'arriver? Monsieur Bolloré l'explique lui-même lorsqu'il a pris la parole pour dire que le secteur dans lequel il intervient... il intervient dans beaucoup de secteurs. Oui, mais le secteur qui lui vaut cette mise en examen, le transport, le secteur du transport, en tout cas le transport logistique, en tout cas la gestion des ports. La gestion des ports, c'est un secteur qui demande des très gros investissements et qui demande une technicité qui n'est pas à la bord de tout le monde. Donc, effectivement, on doit déjà lui reconnaître, avec quelques-uns, mais... Il n'y a que Vincent Bolloré pour le faire? Avec quelques-uns, j'ai dit. On doit déjà lui reconnaître une compétence spéciale, puisque ce n'est pas... Il a un caillou dans la chaussure, son ex-collaborateur et partenaire, Monsieur Dupuy-de-Bois, qui lui reproche quand même
ce qui ressort dans cette mise en examen, qu'il sait mettre les gens dans la poche et les rouler. C'est le candidat malheureux. Malheureux. Oui, c'est le candidat malheureux. De cette prise de concession-là. Oui, de cette prise de concession, notamment au Togo. Mais il faut rappeler que, enfin, il me semble, et c'est pas un fait caché, puisque c'est une décision de justice en Espagne, où M. Dupuis-Dubois avait introduit des actions contre M. Borré. Il a aussi introduit au Cameroun, ça n'a pas prospéré. Oui, sur la concession du port autonome de Douala. Oui, mais en tout cas, les affaires... Et on sait pourquoi ça n'a pas prospéré. Les affaires en cours en Espagne ont tourné à l'avantage de M. Bolloré, d'une part. Et puis, comme aussi au Cameroun. Oui. Il faut aussi dire que Nécocrans, qui était le groupe malheureux en Guinée-Conakry, a engagé des actions contre la Guinée, où on a reconnu effectivement que la Guinée avait résilié le contrat de manière irrégulière. Ah, finalement, oui. Le grand professeur Alpha Condé, qui est propre, qui sait gérer, il a résilié de manière... Pourquoi cette précipitation? Mais parce que, effectivement... Parfois, on mesure les risques. Le temps de faire bien les choses peut coûter tellement au pays lorsqu'il va des secteurs stratégiques. Et il en coûte aujourd'hui avec des procès qui sont là lorsque lui n'est plus là. En tout cas, l'affaire a été portée devant le CIRDI, l'organe juridictionnel de la Banque mondiale qui gère les litiges résultant des investissements étrangers. Ouais. L'affaire a été portée et le CIRDI a reconnu que la résiliation avait été faite de manière plus ou moins irrégulière, entre guillemets, et a accordé en titre de dommages et intérêts à peu près 450 millions d'euros, c'est-à-dire 300 millions de nos francs, à la société Nécocrans. Si vous mettez un peu votre robe d'avocat, excusez-moi le terme de côté, je vous en prie. C'est comme si Bolloré, il roule quand même, il a marché sur du velours, éliminant même beaucoup d'investisseurs nationaux et étrangers, et se faisant un monopole, comme au Cameroun par exemple, dans les affaires du port autonome de Douala, de la Camraï et tout ça, un monopole qui lui permet de faire comme il veut. Monsieur Bolloré connaît ces derniers temps beaucoup de contestations en Afrique, dans différents domaines. Son activité Camraï au Cameroun est en procédure judiciaire en raison des accidents des écarts. On a quelques autres procédures en cours dans le problème dit de la boucle un peu de l'Ouest, la boucle ferroviaire de l'Ouest avec, je crois, le groupe Dossou. On a quelques contestations médiatiques sur la Socapalm, etc. Mais il n'en reste pas moins que nous devons froidement analyser ce groupe qui a choisi l'Afrique. On est dans cette froideur. Oui. Ce groupe, je dis bien que l'Afrique a besoin des investissements directs étrangers d'une importance pour créer des emplois, pour créer des infrastructures, etc. Et vous voyez très bien que tous ces chefs d'État africains vont de conférence en conférence internationale, mais très peu de groupes internationaux, américains, français, etc., ne prennent leur bagage pour venir investir en Afrique. Ça ne veut pas dire que ça crée de l'impunité à ceux qui viennent investir, mais ça veut dire que puisque l'actualité qui nous amène aujourd'hui à parler, c'est une actualité qui repose sur des soupçons de corruption. C'est pas des soupçons de corruption. C'est-à-dire que ça repose éventuellement sur la rumeur, comme les chefs d'État africains sont regardés un peu comme sulfureux. Mais la procédure judiciaire ou bien les enquêteurs ont quand même des éléments qui ne sont plus de la rumeur. Oui. Des factures qui retracent les paiements. Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça puisque la mise en examen donne l'occasion, c'est ça une mise en examen, c'est-à-dire que techniquement, ça donne l'occasion à M. Bolloré et à ses collaborateurs qui ont également été mis en examen, je crois qu'il y en a 2 ou 3, l'occasion cette fois-ci d'entrer dans le dossier afin de savoir un peu quels sont les éléments qu'il y a dans le dossier qui seraient des éléments éventuellement irréfragables. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, les juges ont mené leur enquête.
ce qui peut être une enquête à charge. Et Bolloré, avec ses conseils et ses avocats, ils vont faire la décharge. Vont désormais s'organiser pour que efficacement ils en fassent la décharge. Et là où j'ai envie de suivre M. Bolloré, c'est quand il dit que d'emblée... Vous avez envie de le suivre? Oui, dans son propos, que je vais rappeler. Oui, rappelez. Oui, quand il dit que d'emblée, effectivement, on pourrait, derrière cette affaire, stigmatiser l'Afrique à nouveau, parce que les chefs d'État africains, en fait, ne sauraient pas ce qu'ils font. Les chefs d'État africains seraient seuls à décider du sort. S'il a fait un tour pour les mettre dans la poche. Mais ça c'est... On connaît quand même, vous... Non. J'ai dit laisser un peu la touche d'avocat oui, pour regarder oui. Le trafic qui peut se passer derrière ces superstructures, avec un félin malin comme Bolloré. Non, on doit faire confiance à nos chefs d'État. Je pense qu'il faut commencer par là. La bonne gouvernance doit commencer par la confiance que nous autres, les populations, nous décidons de faire à nos dirigeants, même comme certains, depuis Paris et autres, peuvent regarder l'Afrique dans une approche non gouvernante, comme le disait M. Bolloré. La non-gouvernance viendrait de quelqu'un qui s'empare, qui se fait un monopole. Le président Gondé... la non-gouvernance pourrait venir de quelqu'un qui se fait un monopole. Non. Qui se le taille. Non. Ce serait facilement voir les choses. Le président guinéen est un intellectuel africain hors pair. Professeur de son État, diplômé des sciences politiques, ayant traversé toutes les tribulations de sa vie d'opposant. Parallélisme fait, on voit des professeurs en prison au Cameroun, et lui-même, on ne peut pas dire qu'il est l'homme propre. Non. Ça, c'est juste c'est pas ce que raison je voulais garder. dire. Oui. Je voulais dire qu'effectivement, pour quelqu'un de cette dimension, décider, parce que c'était pas caché, c'était un décret du 8 mars 2011 qui a été lu à la télé. Et s'il est tellement habile, comme vous le dites, grand professeur, mais là maintenant, il y a un procès, vous l'avez avoué vous-même, qu'il a résilié de manière précipitée sans pouvoir contrôler. Oui, mais je vous ai pris le cas du président Ali Bongo, qui vient, il n'y a pas 4 semaines, de suspendre, sans autre forme de procès, l'exécution d'un contrat. Donc, quand vous suspendez l'exécution d'un tel contrat, vous vous préparez au moins à ce que peut-être qu'on vous dise que la suspension n'était pas régulière, mais vous êtes prêt à payer le prix de cette suspension parce que l'objectif que vous poursuivez et l'efficacité que vous recherchez est plus grande que les réparations que vous pouvez apporter à la suspension de ce contrat. C'est un mode de gestion qu'on ne peut pas enlever à la souveraineté d'un président auquel... Quitte à ce qu'on le fasse avec un procès après et qui est en défaveur du pays. Et donc ça, dans ce genre de contrat, je pense que je verrais très bien comment les juges d'instruction vont approcher la partie africaine. Les juges d'instruction français. Oui, puisque effectivement, l'affaire ne va pas s'arrêter dans le carré d'As parisien. Il va bien falloir que les juges et les enquêteurs viennent sur le territoire du lieu de la commission du crime prétendu, du crime supposé, du délit. Selon vos règles, comme il y a la présomption d'innocence, il faut qu'on arrive à la culpabilité. Oui, parce que dire simplement, Havas est une compagnie tout à fait connue qui donne des prestations de communication. Or, Havas a accompagné bien des chefs d'État dans le monde. Si, c'est son boulot habituel d'accompagner des candidats, d'accompagner des chefs d'État dans les prestations de communication pour tel ou tel projet particulier, pas seulement pour les campagnes présidentielles. Donc, s'il fallait qu'on fasse le tour de tous les chefs d'État, pas seulement africains,
qui ont bénéficié des services d'Havas. Et que derrière cela, vous savez que le groupe Bolloré est installé sur 146 pays, enfin, si je ne me trompe. Et donc, ça voudrait dire que partout ils sont installés, et les 16 concessions qu'ils ont en Afrique seraient forcément l'objet de corruption. Enfin, l'accusation serait extravagante. Même si les preuves sont finalement établies. Les preuves... Parce que je vous ai dit, dans l'affaire du Puy du Bois, au Cameroun, ça n'a pas prospéré. On sait dans les coulisses pourquoi ça n'a jamais prospéré. Mais ça n'a pas prospéré. Et on connaît à quel prix Vincent Bolloré a pris le port autonome de Douala. Ça n'a pas prospéré parce que le procureur de la République camerounaise qui a été saisi à l'époque a estimé que les faits n'étaient pas établis. Lorsque le procureur décide que les faits ne sont pas établis, après qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas content, vous saisissez le doyen des juges d'instruction et vous engagez l'affaire directement. Des magistrats ont été sommés, envoyés à Mora, partout, ça c'est la rumeur. Et autres, pas de rumeur, enquête établie. C'est juste une manière de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, et dont les populations africaines sont bien au parfum aussi. Oui, mais effectivement, au Cameroun, un magistrat du parquet, le ministère public, a estimé que les faits de corruption et autres favoritismes au bénéfice du groupe Bolloré n'étaient pas établis. Et on a classé l'affaire sans suite, me semble-t-il. Et il revenait donc aux plaignants de passer à un autre niveau, mais vous voyez très bien que cette affaire est restée là où elle avait commencé, parce que justement Bolloré passait par le circuit. Il a mouillé le circuit, comme ça s'est dit au pays. Je vais vous montrer quelque chose. Il est passé par le circuit là, il a suffisamment mouillé le circuit. Comme ça se dit de manière triviale, mais la réalité est parfois différente. Quelle réalité? La réalité simplement du juridiquement correct, qui épargne un certain nombre de choses, parce qu'on est passé, on a rencontré un président de tribunal, on a rencontré un procureur, il ne viendra pas le dire en public, on a versé un certain nombre de choses. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour vous effrayer, en fait, c'est pas pour vous acculer. Non, peut-être que nous ne sommes pas au courant, mais le groupe Bolloré a aussi l'habitude de perdre des procès en Afrique. Le groupe Bolloré vient de perdre un procès sur justement la boucle ferroviaire ouest-africaine contre le groupe Dossou. L'opinion pense qu'il pourrait même en perdre beaucoup si la justice était vraiment cette justice-là. C'est pour dire que on ne peut pas se réjouir quand il perd en disant que la justice africaine... C'est pas un problème de réjouissance, c'est un problème d'objectivité et d'image. Et vous savez, quand ça se passe comme ça, comme avec le port autonome de Douala, il y a des gens qui connaissent, les populations sont au courant, et les traitements, en principe, deviennent les traitements d'arrogance, de suffisance de ce groupe. Voyons un peu ce reportage, je vous balade là, dans ce reportage, Cameroun, l'empire noir de Bolloré, qu'il a d'ailleurs aussi contesté, traîner des Camerounais en justice, et même ces journalistes en justice. Je fais juste montre de ce reportage, parce que les faits vécus sur le terrain ne sont pas loin d'être les mêmes. On va prendre quelques minutes de ce reportage, on revient tout de suite sur ce plateau. Grâce à Emmanuel Elong et Laurent Mwandé, deux syndicalistes, nous avons pu pénétrer au cœur de l'empire noir de Vincent Bolloré. À 2 heures de piste de Douala, ils vont nous présenter des ouvriers payés à la tâche, à peine plus d'1 euro par jour. La plupart sont anglophones, la minorité la plus pauvre du pays. Ce sont souvent eux qui acceptent ce travail physique. Récolter des noix de palme qui produiront de l'huile. Tu leur expliques un peu ton travail, comment ça marche? Le travail n'est pas facile, c'est dur, puisque les palmiers ont pris de la hauteur. Ça pèse lourd et c'est hyper lourd. La hauteur là, c'est déjà dur pour soulever. Puisque ça pèse, il faut être fort.
pour soulever ça. Ils ont des protections? Non, non. Tu vois, je venais de dire tout à l'heure, tu as vu. C'est un travail difficile? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. Dans la Palmeraie, on trouve des hommes, des femmes, de tous les âges. Ils ne sont pas employés directement par le groupe Bolloré, mais par la plantation et surtout par une myriade de sous-traitants. 16 ans. Normalement, il fallait que je fréquente, mais comme mes parents n'ont pas eu les moyens, on m'a envoyé à l'école. Je sais que je fais ça. Moi, c'est Guillaume, j'ai 34 ans, Capoel, il a 14 ans. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes tes protections là, c'est... Non, c'est moi qui ai acheté. Les dirigeants de la plantation ont refusé nos demandes d'interview. Mais ils nous assurent que tous les ouvriers du site sont majeurs et correctement équipés. Quant au lointain actionnaire breton, c'est lui qui cristallise toute la colère. Je peux vous dire, j'en veux au Bolloré parce que il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail. Les équipements, les voici. Je les piquant un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir, qu'il voie vraiment ce que ses partenaires nous font. Les ouvriers tiennent à nous montrer aussi leur logement. Des cabanes en bois vétustes, qui datent d'il y a plus de 50 ans. Un seul prix pour tout le village, environ 600 personnes pour un seul prix. À l'aide de plusieurs associations, depuis 5 ans, ils font tout pour attirer l'attention de Vincent Bolloré. Le courant électrique, il n'y en a pas. Il n'y a ni four, ni table pour ranger, marmite, rien, tout est à terre, comme vous le voyez là. Regardez la cuisine, regardez. C'est ouvert partout, regardez. Ça, c'est pas une habitation qui est digne d'un humain. Il devait descendre ici, venez regarder comment ses campements sont. Vous pensez que ce sont les gens qui habitent ici? C'est comme des chefs, des porcs. En 2013, une délégation de Camerounais est même allée l'interpeller en France, au pied de sa tour. Ils remettent leur doléance et filment même l'événement. Voilà, je vais lire. Écoutez, je vais faire pour le mieux. Vous savez, on ne peut pas tout savoir, mais c'est bien que vous veniez... Ce jour-là, Vincent Bolloré semble découvrir le dossier. Il est pourtant parfaitement au courant. 3 ans plus tôt, l'OCDE a ouvert une vaste enquête, une procédure rarissime. Après des mois d'investigation au Cameroun, l'organisation a reproché au groupe Bolloré des manquements sur plusieurs principes fondamentaux. Respect des droits de l'homme, protection de l'environnement ou encore garantie de la santé et la sécurité au travail. Je vous propose que vous installiez tranquillou dans une petite salle, que vous ayez à boire et que vous regardiez les problèmes les uns après les autres. J'interviendrai personnellement sur tout ce que vous me racontez. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Mesdames, messieurs, à bientôt. Depuis, Vincent Bolloré assure avoir fait pression sur ses partenaires des Palmeraies. Pas assez, d'après les associations locales, qui continuent de manifester régulièrement. Au Cameroun, le roi de l'huile de palme paraît intouchable. Retournons sur ce plateau. Je vais quand même enlever un élément qui a... Monsieur Colombat, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est un journaliste. La minorité anglophone la plus pauvre du pays, c'est dans l'extrémisme. Mais quand même, il y a des éléments assez objectifs et probants qui témoignent de ce que l'OCDE a fait une enquête. C'est ce que je retiens dans cette affaire, dénonçant, en fait, constatant de nombreux abus du groupe Bolloré. Vous savez ce que c'est que l'OCDE? Oui, bien sûr, mais... vous êtes supposé savoir, ça vous le savez. Nous le savons. Je peux dire que ce reportage a été contesté. D'abord devant
les tribunaux par le groupe Bolloré, où il a créé un certain nombre de personnes, de personnalités. Politiquement fort en ce moment-là, c'est Nicolas Sarkozy, son ami personnel, qui tient les rênes en France et qui caporalise tous les médias. Mais surtout, ce reportage m'inspire cette chose que ce sont des travailleurs camerounais qui bénéficient de droits. Et lorsque ces droits sont non respectés par l'employeur, il y a une possibilité de faire constater, de faire contrôler par les institutions républicaines chargées de ce genre de contrôle. Pourtant, la myriade de sous-traitants qui travaillent avec Bolloré... J'y viens. D'abord, on pourrait constater qu'il y a une certaine défaillance éventuelle de se charger de s'emparer de ce genre de situation, d'une part. D'autre part, ce que j'appelais un peu cette sorte de reportage à charge. Parce que donc ici vous pensez que le reportage a été commandé? Non, pas commandé, mais... Juste pour le fait qu'il est contesté par Bolloré et qu'on va au tribunal, je vous rappelle, un déterminant politique, c'est Nicolas Sarkozy, l'ami personnel de Bolloré, qui tient la France à cette époque-là. Lui-même venait d'être mis en examen dans une autre affaire de financement de campagne présidentielle en Libye. Ça ne pourrait pas se faire en ce moment-là. Oui. Je pense que Vincent Bolloré lui-même et le groupe Bolloré n'ont jamais dit à ma connaissance qu'ils étaient un groupe tout à fait sain à tout point de vue. Ah, j'ai cru que vous allez dans ce sens. Non. Les difficultés existent lorsqu'on a un groupe d'une ampleur du groupe Bolloré. Mais les difficultés allant jusqu'à... Vous avez vu le reportage, des gens qui disent ils sont traités comme des chèvres. Parce que là, c'est des faits. Oui, mais il faut quand même souligner que ce n'est pas des employés directs de Bolloré. Alors qu'est-ce qu'on en fait, puisque c'est Bolloré qui crée tous ces emplois? Vous avez parlé de 25 000 emplois. Et toutes ces sous-traitances doivent nécessairement répondre aux normes exigées par l'OCDE qui est venu constater. Oui, effectivement. Mais nous sommes dans une situation où ce groupe qui est installé en Afrique doit pouvoir, il me semble que c'est le cas, on a vu dans différentes affaires ici où le Bolloré, dans l'affaire Camrail par exemple, est très tôt intervenu au profit des malades, des accidentés. Ça, ce n'est pas contesté. On a vu le même groupe Bolloré offrir aux étudiants de quelques universités des moyens de locomotion, des moyens en culturels. termes de promotion de son image, ça dit que Bolloré fait tellement bien qu'il peut distribuer un certain nombre de gadgets. C'est aussi une belle chose. C'est pas des gadgets. Ils nous souviennent tous que nous venons de passer 30 ans au Cameroun sans salle de cinéma. Par exemple, une salle de cinéma n'est pas un gadget pour la culture d'un pays. Et lorsqu'elle est faite par une culture, un étranger pourrait être propriétaire et créateur d'une salle de cinéma à l'Hexagone, aux États-Unis. Ça se passe comme ça. Et quelle est la culture qui est promue? La culture nationale est full camp. Et du coup, on est dans des modèles importés. Non. Avec non. C'est aux acteurs de la culture camerounaise, par exemple, de faire en sorte que, avec le groupe Bolloré, il y ait comme ça le partenariat pour que ce groupe aussi puisse réserver aux locaux les possibilités de mettre leur culture en avant. Ce sont des discussions qui peuvent avoir lieu. Je connais un certain nombre de réalisateurs camerounais qui souvent ou parfois n'ont pas les moyens de réaliser. Pourquoi à ce niveau l'État ne prendrait pas les devants? Il laisse plutôt un magnat étranger glisser dans cette en tout cas pas même glisser, s'infiltrer dans ce cercle de souveraineté. La culture, c'est aussi ça. Le Camerounais de la rue veut constater
des avancées spectaculaires dans sa vie quotidienne. Et finalement, peu importe qu'il apporte, puisque on demande ici aux élites d'investir dans leur propre pays, dans leur propre village. Et vous trouvez qu'ils ont assez d'opportunités en termes d'allègement, en termes de ceci pour pouvoir investir? C'est les codes d'investissement qui veulent qu'effectivement, quand les groupes... Vous paraissez comme un défenseur acharné de Vincent Bolloré. Parce que... je le dis au conditionnel. Vous paraissez. Je parais comme un de ses défenseurs parce que je ne veux pas qu'on lui fasse, même comme je n'ai pas de lien personnel avec le groupe, je ne veux pas qu'on lui fasse un mauvais procès, une sorte de procès en sorcellerie. Et vous voulez que lui se mette à se victimiser sur des faits qu'il a commis et embarquer comme ça dans la farine l'opinion? Les difficultés existent. Oui. Mais ces difficultés ne doivent pas faire qu'on oublie que c'est un groupe qui a décidé de prendre des risques en Afrique dans une sorte d'approche gagnant-gagnant où il gagne certes beaucoup d'argent comme il était indiqué dans les journaux, mais il permet aussi aux Africains 25 000 de travailler, c'est pas rien. Il permet des investissements importants, c'est pas rien non plus. On est arrivé au terme de cette édition. En fait, excusez-moi, vous êtes un avocat, vous pouvez choisir un parti comme l'autre, de faire votre défense, mais en réalité, Bolloré, les faits qui le suivent sont des casseroles. Il devra un jour ou tard se justifier parce qu'un jeune homme nous a dit là qu'il vienne voir, il n'est jamais descendu voir. Et on a terminé, on annonce quand même que dans le même sillage, on parlera d'ici la semaine prochaine de la problématique de la dette intérieure des pays africains. Vous en savez aussi quelque chose. Oui, on sort par là très rapidement. On sort par là. La question de la dette africaine, la dette intérieure comme la dette souveraine, a un lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour M. Bolloré, qui accepte de venir investir en Afrique. Et du coup, son investissement peut tuer toutes les PME. Elle reste 2 ans sans être payée, comme c'était le cas au Cameroun. On va jusqu'à 90 jours pour rien. Pour une PME et qui va fermer boutique, qui s'est endettée. En tout cas, à la prochaine édition, c'est un débat. On en parlera. L'État camerounais fait beaucoup d'efforts pour maintenant ressusciter, parce que Bolloré a caporalisé la scène. Et puis les PME, elles doivent mourir avec un fardeau de dette qui maintenant commence à être payé. Merci d'être venu, maître. C'est convivial les échanges ici. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une deuxième édition pour maître Patrice Mbendoubou. Je vous ai dit qu'il est avocat au barreau de Marseille, c'était en France, et aussi au Cameroun. C'est un expert financier. On l'aura prochainement, c'est déjà annoncé, sur des questions de dette intérieure. C'est vrai que les multinationales, il ne veut pas l'accepter, caporalise la scène économique et du coup les PME se retrouvent dans les mouroirs, je ne veux pas dire les cimetières, en termes de dette intérieure. Terminé pour aujourd'hui. Le journal en Fufulde, c'est à 19h, à 19h15. Le journal en Pidgin, à 20h, le grand journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, pour que l'Afrique se réveille enfin, pour que les nationaux investissent et puissent faire concurrence avec des groupes comme celui de Vincent Bolloré. Bonsoir.